Bonjour à tous. Alors, n'ayez pas peur, c'est normal, je suis flou, ma caméra ne met plus au point, mais ça va bien se passer quand même. Bienvenue à tous. Je ne sais plus à quelle édition nous sommes des webinars Verton, des petits déjeuners du mercredi. Je suis Benoît Tesson, fondateur, directeur général de Verton. Comme beaucoup d'entre vous, je suis moi aussi descendant de familles rurales du début du siècle précédent et j'entretiens, comme beaucoup aussi, un attachement viscéral à la terre, au terroir. La Vendée en ce qui me concerne, près de la rivière dont Verton tire son nom. Comme beaucoup, je suis sensible à tout ce qui touche au monde agricole. Bien sûr, le secteur de l'agriculture n'est pas le premier secteur d'intervention de Verton. Pourtant, au travers de nombreux accompagnements dans des secteurs comme l'agroalimentaire, la distribution, la grande consommation, mais aussi les services financiers, avec l'assurance en particulier, et même l'énergie, nous travaillons au contact des acteurs de la filière. Comme consultant en stratégie et management, Verton est un observateur et un acteur des transformations de ce monde. Et il est frappant de voir que le monde agricole est aussi un concentré des enjeux de transition actuels. Les enjeux climatiques, les enjeux environnementaux, les mutations des métiers et des compétences, la question du sens, les tendances sociétales de consommation, qui font se développer le local, le bio, le durable, le bouleversement du digital, la transition énergétique et même la mondialisation avec ce que ça entraîne en termes de guerre des prix. Nous ne ferons pas le tour de toutes ces questions, mais nous vous proposons ce matin d'aborder avec nos trois invités, Hélène, François et Jérémy, des retours d'expérience concrets qui vont nous permettre de porter notre attention sur quelques-uns de ces innombrables enjeux. Je laisse la parole et le micro à Raphaël Butry, partenaire de Verton, qui va animer cette table ronde de 45 minutes environ. Et je n'interviendrai que si le timing n'est pas respecté. Merci Raphaël, à toi. Merci Benoît pour cette introduction. Donc, je suis Raphaël Butry, directeur associé au sein de Verton. Et évidemment, j'aurai le plaisir d'animer ce webinaire avec un beau sujet. J'aurai comme ange gardien Florence Hirondelle qui peut-être apparaîtra de manière inopinée si jamais la connexion, ce qui parfois arrive, se dégrade. Alors, pourquoi on avait choisi ce thème de l'agriculture? On trouve intéressant qu'après ces vacances d'été, qui ont permis à nombre d'entre vous de partir du coup à la campagne, et puis y compris dans le confinement, vous avez eu l'occasion de découvrir de nouveau le monde agricole et de prendre conscience à quel point il était important dans notre vie. Et donc, il nous semble intéressant de mettre ce thème à l'ordre du jour, qui vous rappellera probablement vos vacances et votre confinement, en tout cas pour un certain nombre d'entre vous. Comme l'a rappelé Benoît, l'agriculture n'est pas notre premier thème secteur d'activité. Néanmoins, nous avons fait quelques belles missions dans ce domaine. Je pense notamment à des cartographies de marché pour des assureurs qui ont permis de décoder les grandes évolutions et les grands enjeux du secteur. On a eu l'occasion de travailler, par exemple, sur le développement, le cadrage, le lancement d'une offre de biocarburant à base de colza. Et enfin, moi, j'ai eu la chance de travailler sur une étude d'opportunité d'une place de marché pour des fruits et légumes en circuit court. Donc, des missions tout à fait passionnantes. Et enfin, dernier sujet, à titre personnel, c'est effectivement un secteur qui me passionne. Je vais raconter une petite anecdote. J'ai un grand-père assez... Pardon, petite coupure. Donc, j'ai parlé de mon grand-père, une vie singulière qui, après avoir fait une école de commerce, créé plusieurs entreprises, une brasserie au Cameroun, une agence de voyage, etc., a décidé à la cinquantaine de faire un retour à la terre, de prendre une ferme et de devenir agriculteur. Donc, évidemment, c'était assez original à l'époque. Ce que j'en retiens, c'est que ce n'était pas un grand succès pour deux raisons essentiellement. La première, c'est que, en fait, le métier d'agriculteur ne s'improvise pas. C'est un métier qui nécessite un savoir-faire, des compétences, une formation, probablement pas mal de bon sens, que n'avait sans doute pas mon grand-père à l'époque. Et puis, le deuxième enseignement, c'est que le modèle économique était extrêmement fragile. Force est de constater que 50 ans après, ce modèle est toujours ultra fragile. On le voit tous les jours à la télévision ou à la radio, avec des annonces de suicide d'agriculteurs, 2 en moyenne par jour. Ce modèle est en grande difficulté. On constate
D'autres chiffres, par exemple, aujourd'hui, le revenu moyen d'un agriculteur est de 15 000 €. Il a diminué de 30% en 5 ans, ce qui est évidemment considérable. 6 exploitations sur 10 seraient en revenu négatif s'il n'y avait pas les subventions. Aujourd'hui, sur la chaîne de valeur, les agriculteurs ne captent que 8% des revenus. Et puis, on voit que la population s'est réduite de moitié. Bon, je crois que Raphaël a véritablement un problème de connexion. Donc, je vais demander à nos invités de monter sur scène. Florence, je crois que c'est toi qui a la main. Avec François, voilà, Jérémy, Hélène et François qui vont, je vais laisser se présenter. Et Hélène, si tu veux te présenter, donc tu es cofondatrice de du village partagé. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Hélène Faliz, j'ai 52 ans et j'ai créé il y a 3 ans, en 2018, un lieu qui s'appelle le village potager, qui est un lieu hybride qui rassemble une grande ferme maraîchère bio et un espace d'accueil du public. Donc, on est situé au sud de l'Île-de-France, au cœur de la forêt de Fontainebleau. Et juste en 2 mots, parce que ce projet, enfin, sur mon parcours, donc moi je suis pas du tout issu du monde agricole. Hein, on a à la fois mon associé et Marie et moi, on a une première vie urbaine, parisienne. On était entrepreneurs tous les deux. On avait créé ensemble une entreprise de conseil dans la relation client dans les années 2000, qu'on a dirigée pendant 10 ans. Après, Étienne a pris la direction générale d'une verrerie dans l'industrie. Et moi, j'ai pris la direction marketing d'un groupe de transport. Donc, on est encore très, très loin de l'agriculture. Et en 2015, on a eu envie de donner plus de sens à nos vies, et notamment à nos vies professionnelles. C'était le début de l'économie sociale et solidaire. Donc, on a commencé à phosphorer autour de ça. Avec 2 envies, Étienne voulait créer de l'emploi. Donc, c'était vraiment le côté social qui l'intéressait. Et moi, je voulais créer une entreprise qui a un impact écologique. Voilà, donc au début, on s'est dit qu'on n'allait jamais trouver une activité qui rassemblerait nos 2 envies. Il se trouve qu'on a eu l'opportunité de faire un grand break. En 2016, on est parti faire un tour du monde, voilà, en famille pendant plusieurs mois. Et on s'est arrêté quelques semaines dans une ONG aux Philippines. Donc, c'est là que tout a commencé. Et on a découvert l'agriculture dans ce lieu et on a découvert en fait tout l'impact que pouvait avoir l'agriculture sur les populations, voilà, qui était vraiment au cœur de la vie des citoyens. Et du coup, l'idée du village potager a germé ici. Et on est revenu ce voyage avec voilà, l'envie et l'idée de créer le village potager. Merci. Merci. Raphaël, je te laisse poursuivre. Je m'efface. Merci Benoît d'avoir été mon ange gardien. Je laisse peut-être la parole à François Moret, donc, qui est cofondateur d'Éloi, hein, qui est une solution de transmission de fermes et d'installation de jeunes agriculteurs en agroécologie. C'est tout un programme. Est-ce que tu peux nous dire en 2 mots ce que tu fais, mais surtout ton parcours qui t'a mené à ça et tes motivations? Oui, merci Raphaël. Donc François Moret, 38 ans. Effectivement, moi non plus, je viens pas du monde agricole, hein, même si, comme le disait Benoît, je fais partie de ces nombreux Français qui, dès qu'on monte un petit peu, il y a un grand-père, un grand-oncle, des arrière-grands-pères qui étaient agriculteurs. Après, moi, j'ai un parcours qui est beaucoup plus classique. Hein. Grande école, à la sortie d'une grande école, je me tourne vers le conseil, comme beaucoup de mes co-religionnaires il y a 15 ans. C'est un peu en train de changer aujourd'hui, et du coup, ça m'a amené dans cette belle maison qui est Verton, que j'ai quitté pour monter une start-up dans le mobile et qui était à destination des marques de grande consommation pour leur permettre d'avoir une relation directe avec leurs consommateurs, que j'ai revendu, et ensuite j'ai rejoint
une PME qui avait une logique de développement international, dont j'ai pris la direction des activités en Europe, directeur général Europe, et qui a cru en quelques années de quelques centaines à près d'un millier de personnes avant d'être vendue. Et à ce moment-là, moi, j'ai eu un besoin de redéfinir ma trajectoire professionnelle. Je passais d'une logique d'associé à une logique de cadre grand groupe, et en fait, ça n'a jamais été mon but dans la vie, et je me suis dit, mince, est-ce que je ne suis pas en train de faire quelque chose que j'ai vraiment pas envie de faire? Et j'avais la chance à ce moment-là d'avoir un peu de temps et un peu d'argent devant moi pour tirer la prise, débrancher, prendre du temps. Et ça correspondait à un moment où, par petites touches, l'agriculture arrivait dans ma vie. Je m'étais acheté une maison à la campagne et je faisais mon potager et je discutais avec mes voisins agriculteurs qui me racontaient pour beaucoup la difficulté de leur quotidien. Donc ça a été un peu une découverte pour moi, parce qu'en fait, quand on est quelqu'un qui travaille dans les services à Paris, c'est une réalité qui est assez lointaine. Et c'est aussi un moment où j'avais pris le temps d'aller marcher tout seul sur les chemins de Saint-Jacques, et dans un territoire qui est éminemment rural, avec évidemment des agriculteurs autour, et des agriculteurs qui, pour certains, faisaient des choses qui m'étaient à ce moment-là inconnues, de se regrouper en GAEC pour exploiter des fermes auberges où ils proposaient à la vente et à la dégustation aussi leurs produits aux visiteurs qui venaient y dormir. Et tout ça a commencé à alimenter ma réflexion et à me dire, tiens, il y a quelque chose à faire sur ce sujet-là, avec évidemment un modèle agricole dont je sentais qu'il avait besoin d'être réformé. Donc voilà. Et puis tout ça m'a amené de fil en aiguille et de lecture en rencontre à rencontrer mon associé Maxime, qui lui avait avancé sur une idée qui allait devenir ce qu'est Eloi aujourd'hui. Merci François, vous allez détailler ce que vous faites un tout petit peu plus tard. Maintenant, Jérémy Weinstein, qui donc est le directeur et fondateur de The Green Data, qui est un fournisseur en fait de solutions de data analytics pour les entreprises de l'agrobusiness. Jérémy, qu'est-ce qui t'a poussé à rentrer dans cette aventure? J'ai un peu la même histoire que tout le monde. C'est-à-dire que je ne viens pas du secteur agricole. Je suis autour de la quarantaine, dans une quête de sens après avoir une carrière dans les télécoms et dans le web. Donc moi, ça fait un peu plus de 20 ans que je suis dans le web. Je suis un entrepreneur du web. J'ai aussi monté une société dans le monde du web marketing et que j'ai revendu, etc. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, on se pose quand même la question de savoir à quoi tout ça peut bien servir et comment on peut avoir un impact social positif dans la société. Et donc, il y a 5 ans, j'ai rencontré mon associé. C'était la grande période de la big data et où on commençait à se rendre compte que l'utilisation des données était un levier qui pouvait avoir un impact phénoménal sur un certain nombre de secteurs. Donc, il y avait déjà beaucoup de secteurs qui avaient été révolutionnés par l'utilisation des données. Et avec mon associé, comme on a une culture d'ingénieur, on s'est dit comment on pourrait utiliser le traitement des données pour avoir de l'impact sur la vie des gens, sur l'environnement. Et on s'est rendu compte en fait que le secteur agri-agro était un secteur qui n'avait pas encore réalisé sa transformation digitale et que tout était à faire encore en termes de transformation des pratiques et utilisation des données pour répondre aux grands enjeux qui faisaient face à ce secteur-là. Et les grands enjeux, c'est des grands enjeux qui sont à la fois économiques, avec la fin des quotas, l'accroissement des risques, le problème de la préservation des revenus des agriculteurs. Donc, comment est-ce que l'agriculture peut être un secteur rentable, profitable et résilient. Et puis tout ce qui concernait les sujets environnementaux avec la transformation des modes de production, l'agroécologie, le réchauffement climatique, la réduction des pesticides, etc. Là encore, on se trouvait face à des enjeux qui allaient nécessiter des nouveaux indicateurs, du traitement de données, de la mesure, etc. Et donc en fait, on a monté une boîte en 2015 dont la mission n'a pas beaucoup changé depuis 5 ans et qui consiste à mettre le traitement des données au service du secteur agri-agro pour le rendre plus performant, plus résilient, plus durable. Voilà à peu près les missions qu'on se donne.
Et donc, en fait, je vais raconter un peu ce qu'on fait, mais on travaille avec des grands donneurs d'ordre pour essayer d'avoir un maximum d'impact sur ce secteur-là grâce à l'utilisation des données. Ok, merci Jérémy. Dans cette nouvelle question maintenant, c'est est-ce que vous pouvez nous détailler précisément vraiment le cœur de votre activité? On sait que vous êtes des entrepreneurs, vous êtes aussi des explorateurs de ces nouveaux modèles, hein, donc probablement que vous tâtonnez, probablement que vous posez des questions. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre modèle, vos difficultés, les questions que vous posez, le fait que vous avez ou pas pivoté, ou que vous pensez devoir pivoter? Est-ce que votre modèle est hybride? Voilà, Hélène, je commence par toi. Est-ce que tu peux nous raconter en quoi le village potager est une ferme singulière dans le panorama? Donc déjà, juste en deux mots, ce que c'est que le village potager. Donc le nom est assez signifiant. Notre cœur de métier, c'est le potager. Donc on a une grande ferme maraîchère bio, donc en Île-de-France. Donc quelques chiffres, on exploite cette année 9 hectares en maraîchage diversifié. On produit 160 variétés de légumes différents. Ça donne un peu le tournis. Beaucoup de variétés que probablement vous ne connaissez pas. Et on envoie 2 tonnes de légumes par semaine. Voilà, on distribue 2 tonnes de légumes par semaine, donc en circuit court, donc principalement donc la vente à la ferme, des AMAP, des tournées de panier dans des points relais ou auprès d'entreprises et quelques distributeurs. Voilà, donc ça c'est vraiment le côté potager, c'est notre cœur de métier. Et on a aussi un côté village, hein, parce que dès le départ, on voulait pas être que agriculteurs, on voulait aussi avoir un lieu pour accueillir du public. Et puis parler de ce qui nous tient à cœur, de l'agriculture durable, de l'agroécologie. Donc on a cherché un lieu concrètement avec des fermes, des bâtiments pour pouvoir accueillir ce public. Donc naturellement, l'agritourisme s'est mêlé à l'affaire. Et donc on exploite un grand gîte à la ferme de 12 chambres, 24 couchages, et on accueille des séminaires d'entreprise. Donc voilà, en deux mots, nous quand on a démarré, c'est une entreprise sociale et solidaire, hein, donc on s'est vraiment posé la question de quel impact social on voulait adresser. Et comme l'a dit Raphaël, les premières études économiques qu'on a vues, c'est les revenus des maraîchers, c'est compliqué. Un maraîcher, en gros, il gagne 800 € par mois pour 70 heures de travail par semaine. Donc, ça ne fait pas forcément très rêver. Au-delà de l'envie d'être du retour à la terre, il y avait des choses à faire là-dessus. Donc, nous, notre modèle, c'est vraiment de se dire comment on crée une exploitation qui soit rentable et comment on crée une exploitation qui sait rémunérer décemment, correctement, les gens qui produisent tous ces légumes. Voilà, donc on s'est dit tout de suite, il faut avoir un effet d'échelle, il faut être assez gros, parce que dans le modèle actuel, c'est plutôt des petites fermes, c'est des fermes de 1 à 3 hectares, avec un modèle familial. Et comme l'a dit Raphaël, c'est un métier qui est finalement extrêmement complet, parce que au-delà de l'agricole, et il faut avoir plein de compétences agricoles, notamment en bio, notamment quand on veut faire une agriculture durable, mais il faut aussi savoir faire de la logistique quand on fait du circuit court, il faut aussi savoir faire du commerce, il faut aussi savoir faire de l'innovation, il faut aussi savoir faire de la compta, suivre ses rendements. Voilà, donc tout ça nécessite en fait un vrai modèle d'entreprise qui va au-delà je dirais, d'une entreprise familiale où on est deux et où on est centré dans le monde agricole. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, une des questions au début, quand on parlait de de ce qu'on imaginait pour le village potager, dans le monde agricole, on disait « mais on ne comprend pas, vous voulez faire de l'agricole ou du commercial ?» Et cette question, on nous l'a posée plusieurs fois. Et effectivement, voilà, le monde d'une entreprise organisée, structurée, voilà, n'est pas très courant dans ce modèle-là. Voilà, donc concrètement, là, au bout de voilà, on est à notre 3e année, on a créé 20 emplois voilà, sur le site. Et on a encore une grande marge de développement puisque le site fait 40 hectares en tout. Voilà, pour l'instant, on n'en exploite que 9. Merci Hélène.
François, de ton côté, quel est ton modèle? En quoi tu vas révolutionner l'agricole grande ambition. On va modestement essayer d'apporter notre petite pierre. Non, nous, la baseline des lois, c'est pour une transition agroécologique, et c'est fondamentalement ça qui a guidé notre engagement à Maxime et moi-même. Et nous, on est parti d'un constat qui est assez simple et glaçant un petit peu quand on y réfléchit, qui est une offre d'un côté qui ne rencontre pas sa demande, un problème d'un côté de transmission et de l'autre d'installation. En fait, sur la transmission de ferme aujourd'hui, on a une situation qui est assez dramatique, puisqu'on a une moyenne d'âge des agriculteurs qui est assez élevée, un nombre important d'agriculteurs qui vont partir à la retraite dans les 10 prochaines années. On estime à 140 000 le nombre de fermes qui vont partir, enfin qui vont avoir besoin d'être transmises dans les 10 prochaines années. C'est absolument massif. Dans un monde où d'ores et déjà, en fait, aujourd'hui, on est dans environ 40% des cas dans des fermes qui n'arrivent pas à être transmises. Et une ferme qui ne se transmet pas, c'est quoi? C'est il n'y a pas de repreneur agricole, il n'y a pas de nouvel agriculteur qui est installé, et les terres sont utilisées par les agriculteurs voisins pour s'agrandir et espérer être un peu plus rentables dans un modèle qui est aujourd'hui un modèle conventionnel. Donc ça, c'est une première tendance un peu lourde, et ce qui est d'autant plus dommage, c'est que de l'autre côté, on a un nombre important de porteurs de projets qui veulent s'installer, qui sont des candidats à l'installation en agriculture, et qui sont estimés à environ 10 000 en France aujourd'hui, et qui, eux, ont le problème inverse, c'est qu'ils n'arrivent pas à trouver de foncier pour s'installer. Et la raison pour laquelle cette offre et cette demande ne se rencontrent pas, c'est que d'un côté, ce qu'il y a à transmettre, c'est de la grosse ferme qui a été concentrée sur des dizaines d'années, qui aujourd'hui fait en moyenne 70 hectares, et de l'autre côté, on est sur des gens qui veulent s'installer en agroécologie, donc sur des choses très proches de ce qui peut être fait au village potager, sur du coup des surfaces plus petites, de l'ordre de 3 à 5 hectares quand ils sont maraîchers, et jusqu'à 40, 45, 50 hectares s'ils sont éleveurs. Donc d'un côté 70 à vendre, de l'autre, les gens qui cherchent, ils cherchent entre 3 et 50. Donc ça ne se rencontre pas. Donc ce qu'on fait nous sur Eloi, assez logiquement, c'est qu'on vient intervenir du coup dans cette chaîne pour acheter proactivement des fermes de grande taille qui ont des problématiques de transmission, identifier des porteurs de projets en agroécologie qui cherchent à s'installer mais qui ne trouvent pas de foncier, monter du coup des projets, ce qu'on appelle de grappes, c'est-à-dire de regroupement de projets agroécologiques sur une même ferme de plus grande taille, avec l'idée de pouvoir avoir sur un même site du maraîchage, de l'élevage, des grandes cultures et de l'arbre, qui sont les 4 piliers du coup d'un modèle agroécologique, et d'avoir des exploitations qui peuvent avoir des synergies et des mutualisations entre elles, avec la paille du céréalier qui vient servir aux maraîchers, l'éleveur du coup dont les déchets servent à la fertilisation des sols, et ainsi de suite, pour avoir une logique à la fois d'entraide, mais surtout aussi d'amélioration des conditions économiques, dans un modèle où les agriculteurs restent indépendants. C'est un peu des voisins d'immeubles qui collaborent, mais plus que des colocs. Et ça, c'est extrêmement important par rapport à un modèle agricole qui est effectivement basé sur l'entrepreneuriat. Donc du coup, nous, ce qu'on fait, c'est on achète, on crée ces unités foncières, on revend à des porteurs de projets en agroécologie qui vont chercher, eux, à avoir un modèle avec circuit court, avec transformation pour exploiter mieux, enfin vivre mieux, avoir plus de valeur ajoutée qu'ils conservent. Et on a également une activité de financement. On leur propose du coup un financement ad hoc pour leur permettre d'alléger les charges des premières années, parce qu'on sait que les premières années en agricole, elles sont compliquées. On n'a pas encore le volume cible de production, on n'a pas encore l'ensemble des circuits de commercialisation qui sont en place. Et notre but à nous est de pouvoir permettre ça. On fait notre première ferme en ce moment même. On aura dans les tout prochains jours nos premiers agriculteurs qui seront installés. À côté de Rennes, en Bretagne, et avec l'objectif de pouvoir très rapidement croître pour pouvoir avoir un impact sur cet enjeu des 10 prochaines années. Notre objectif est de croître pour faire le plus rapidement possible un rythme d'une centaine de fermes par an. Donc, tandis que là, vous êtes à votre première et vous allez passer très rapidement une centaine par an. Oui. Merci François. Jérémy, quelle est ton activité, ton modèle, et aussi en quoi tu vas contribuer justement à trouver cette solution pour renouveler les modèles et trouver un modèle vertueux?
Ce que je trouve intéressant, c'est effectivement la diversité des approches. Donc nous, on est parti de convictions qui étaient assez différentes. En fait, notre constat, ça a été de se dire, ça a été déjà d'avoir une approche assez sectorielle de l'agri-agro, de prendre du recul et de se dire, en fait, c'est un secteur qui va rentrer dans une période d'incertitude très forte. Ça, c'était notre première conviction, c'était qu'en fait, l'agriculture telle qu'on l'a connue aujourd'hui, était une agriculture, on va dire, je ne veux pas dire simple, mais où les rendements étaient contrôlés par la chimie, les prix étaient contrôlés par l'Europe, et où il y avait, grosso modo, des revenus qui étaient assis sur une grosse partie de subventions, etc., en fait, a rendu le modèle agricole assez stable, assez pérenne pendant 70 ans, et qu'aujourd'hui, on rentrait dans une période de turbulence et qu'on allait en fait changer d'agriculture, ce qui allait obliger à renouveler les modes de production. Ça, c'était notre première conviction. La deuxième conviction, c'était que, un peu comme le dit Hélène, les sujets agronomiques, commerciaux, comptables, etc., ils sont tous mélangés en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on peut plus avoir une approche de rendement pure en disant il faut aller chercher 8, 10 quintaux à l'hectare, il faut aller faire ceci, cela. Ce sont des approches qui sont terminées. Désormais, il faut faire de l'approche systémique, c'est-à-dire il faut prendre en compte en fait à la fois les risques, à la fois les choix de culture, à la fois les modèles économiques, de la diversification. Enfin, en gros, ça devient des approches qui sont beaucoup plus globalisantes et qui, à notre avis, sont même globalisantes au sens qu'on ne peut même plus raisonner de manière indépendante en disant d'un côté il y a l'agriculture et de l'autre il y a par exemple les acheteurs ou les transformateurs. Nous, on a une vision où il faut penser filière, il faut penser chaîne alimentaire et il faut arrêter d'opposer la grande distribution et l'agroalimentaire à l'agriculture comme ça a été fait pendant des dizaines d'années. Alors c'est facile à dire, hein, c'est facile de dire il faut changer les mentalités, etc. Mais pour effectuer la transition agroécologique de manière massive sur une grande partie du territoire, on a besoin des banques, on a besoin des acheteurs, on a besoin des assureurs, on a besoin de la grande distrib, on a besoin des agriculteurs, on a besoin de tout le monde. C'est difficile à imaginer, enfin de notre point de vue en tout cas, hein, c'est difficile à imaginer que tout partira du terrain et que finalement un nouveau modèle va en remplacer un autre, sans par exemple que les coopératives ou les agro-industriels s'impliquent massivement dans cette transformation. Parce qu'il va falloir financer cette transformation, il va falloir partager les risques, il va falloir accompagner les agriculteurs dans ces transformations, il va falloir proposer des contrats qui vont couvrir les risques, etc., etc. Et c'est forcément une agriculture qui va devenir collaborative dans les 3 à 5 prochaines années. Et voilà. Et donc là-dedans, nous, on propose des outils qui sont basés sur la data. La data, ce qui est intéressant, c'est que ça se partage. On crée des simulateurs, des diagnostics, des modèles qui peuvent être partagés entre les différents acteurs d'une chaîne alimentaire, entre des distributeurs, des coopératives, des producteurs, pour être capable de prendre des décisions optimum et qui permettent en fait de partager les risques, à la fois d'assurer les revenus et d'assurer une transition vers la durabilité. D'accord. Merci Jérémy. Vous nous avez raconté ce que vous faites. Maintenant, ce qui serait intéressant de savoir, de connaître, c'est chacun à votre niveau, vous observez évidemment les évolutions du secteur. Donc, vous regardez ce qui marche pas, vous réfléchissez à ce qui devrait pouvoir être mis en place. Ce qui m'intéresse, c'est que vous nous proposiez un peu votre vision de ce qui, de votre point de vue, doit être mis en place, marche ou ne marche pas. Donc voilà, plusieurs peut-être sous-questions par rapport à ça. La première, c'est qu'on a parlé d'agriculture bio, de permaculture, de circuit court, donc sur des petites surfaces, ou des surfaces de taille intermédiaire, 10 à 20 hectares, même de diversification avec l'agrotourisme. Est-ce que pour vous, ces modèles sont profitables? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils le soient pleinement?
Est-ce que c'est soutenable à grande échelle pour remplacer le modèle actuel? Est-ce que ces modèles sont profitables? Nous, on y travaille. Voilà, on n'a pas encore réussi, mais presque. En tout cas, on espère, on pense que sur 2020. Alors, on était censé être profitable sur 2020 et puis le Covid a un peu chamboulé tout ça, mais logiquement, sur 2021, on devrait l'être. La clé de la profitabilité, c'est d'abord le circuit court, hein. C'est garder la valeur, et voilà, qu'elle se dilapide pas dans les différents intermédiaires, voilà, du champ à l'assiette. Alors les circuits courts, c'est pas évident, parce qu'au-delà de, alors en fait c'est paradoxal parce que la demande est infinie. Nous, on a tous les jours des demandes, des appels. Est-ce que vous pouvez nous livrer des légumes? On recherche des producteurs, etc. Donc, on a une demande infinie, notamment dès qu'on est proche d'une grande ville comme la région parisienne. Mais d'un autre côté, c'est super dur à organiser. Et au-delà de notre métier de producteur, il y a le métier de la logistique, enfin, à la fois du commerce et de la logistique. C'est des vraies nouvelles compétences qu'il faut que les agriculteurs acquièrent pour développer des circuits courts. Voilà, il faut du commerce, il faut des process logistiques de préparation de commandes, il faut de la livraison, il faut des process qualité. Voilà, tout ça n'est pas très courant, je dirais, dans le monde agricole. Donc ça, c'est le premier sujet qu'on adresse. Et puis après, il y a le sujet de l'agroécologie. Donc, voilà, il y a un boulevard en termes d'innovation, il y a plein de choses à faire pour que l'agriculture soit une agriculture qui soit au-delà du bio, qui soit une agriculture durable. Donc nous, on travaille beaucoup en innovation dessus, on teste de l'agroforesterie, donc de planter des arbres. On travaille beaucoup sur la biodiversité et l'apport de la biodiversité aux cultures. Voilà, donc c'est un sujet qui est à la fois passionnant, qui est encore expérimental. Il y a encore des tas de choses à découvrir là-dessus, mais je suis persuadé que c'est l'agriculture de demain. Et c'est vrai que c'est une agriculture qui est demandée par les gens qui souhaitent s'installer. Donc nous, on nous appelle des NIMA, des non issus du monde agricole. Voilà, il y a une demande là-dessus, et il y a une demande, je pense, des consommateurs aussi. Merci Hélène. François? Moi, je rejoins beaucoup de points de l'analyse sur les différentes sous-parties de la question. Est-ce que ces modèles-là sont rentables? Oui, il y a des études qui sont faites aujourd'hui à la fois par France Stratégie, par les chambres d'agriculture, par les groupements d'agriculture biologique qui ont défini en fait des modèles d'exploitation agroécologique dont la rentabilité a été éprouvée. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a effectivement besoin d'une certaine taille critique. Effectivement, un modèle de maraîchage à 1 hectare, c'est compliqué. À partir de 3, on sait que ça peut être rentable avec une surface importante sous serre, et idem en fait sur les autres pans. Il y a besoin d'un cheptel minimum pour être en capacité d'avoir quand même certaines économies d'échelle, même si on est quand même sur une logique de production à plus petite échelle. Donc au niveau des lois, nous, on s'est d'abord assuré que ces modèles pouvaient être rentables, parce que il y a quand même un petit problème méthodologique à se dire qu'on veut accélérer un modèle si on ne fait pas d'abord assurer qu'il était rentable. Donc on a pris ce point-là en amont, et nous on travaille exclusivement sur la base de modèles d'exploitation qui ont eu une validation au niveau des chambres d'agriculture, au niveau des groupements d'agriculture biologique, qui eux ont l'expertise, l'expérience, qui ont compilé du coup un certain nombre de données pour se dire ça, dans cette région, avec les prix de vente du coin, avec les rendements du coin, ça peut marcher. Donc du coup, c'est un premier point. Après, moi, je rejoins tout à fait le fait que pour que ça fonctionne, de fait, la chaîne de valeur, elle a besoin de se recomposer. Et ça ne fonctionne, encore une fois, que si les agriculteurs peuvent internaliser plus de valeur avec la transformation, avec la distribution. Et du coup, se pose la question de comment est-ce qu'on optimise la chaîne logistique pour pas dépenser 3 € de coût logistique là où on a 1 € de production, et ainsi de suite. Donc, il y a nécessairement un écosystème qui est en train d'évoluer, et on le voit. Il y a pas mal de startups qui sont en train de se positionner sur notamment ces logiques d'optimisation de circuits courts, et je pense que les solutions vont arriver de manière de plus en plus intéressante pour l'avenir. Est-ce qu'après, ça peut être un modèle qui est étendable à l'ensemble? Il faut y travailler. Ce qui est sûr, c'est qu'on a, dans notre modèle actuel, qui était évidemment, comme le rappelait Jérémy, beaucoup basé sur une logique de
de rendement, de production, de volume, on a oublié certaines composantes de qu'est-ce qu'on produit et est-ce que c'est rentable écologiquement de produire ça. Je pense à la viande notamment, qui consomme énormément de ressources pour arriver à un produit fini. Je pense au gaspillage alimentaire, avec un tiers des produits qui sont jetés aujourd'hui. La logique de se dire, je change le modèle pour le rendre peut-être dominant demain, je pense qu'on ne pourra pas faire l'économie de se poser ces questions-là également et vouloir étendre ce modèle-là sans tout à fait réfléchir à ces trous dans le panier qu'on a actuellement. Je pense que ça serait dommage de le faire sans adresser ces points-là. Merci François. Jérémy, ton micro est éteint. Pardon. Oui, je rejoins ce qu'il dit. Je pense que le sujet de l'agriculture dans les 5 à 10 prochaines années, c'est le sujet de la valeur. Comment recréer de la valeur, c'est d'ailleurs un peu l'objectif de ce webinaire. Hein. Où est-ce qu'on peut aller chercher de la valeur en agriculture? Donc il y a différents exemples. Moi, ce que j'entends effectivement, c'est que dans le maraîchage, comme on peut avoir une relation directe avec le consommateur, on peut travailler le circuit court, que les produits ne sont pas transformés, qu'on peut internaliser quasiment toute la filière et toute la chaîne de production, je peux tout à fait imaginer qu'il y ait des gisements de valeur considérables à aller chercher dans les fruits et légumes. Alors, je pose la question maintenant sur les grandes cultures. Quand on fait du blé, du colza, du tournesol, quand on fait de la betterave, quand on fait du lait, ou bien quand on fait du vin en vrac, c'est quoi la bonne façon d'aller recréer de la valeur? Et là, on se retrouve dans des chaînes alimentaires qui sont un petit peu plus complexes parce qu'on a plus d'intermédiaires, on a des intermédiaires de collecte, on a des intermédiaires de transformation. Par exemple, la filière du grain, c'est une filière où aller chercher de la valeur, c'est quand même beaucoup plus compliqué que dans le légume bio. Et donc, se pose la question d'avoir une réflexion un peu systémique, un peu filière sur ces chaînes-là. Les marchés sont mondialisés. On est dans des logiques où il y a énormément de variétés de céréales qui sont produites. Comment est-ce qu'on peut arriver à les valoriser? Comment est-ce qu'on peut intégrer la chaîne de valeur pour intégrer la meunerie? Est-ce qu'il faut aller intégrer jusqu'à jusqu'à la distribution de pain, etc. Tout ça, c'est des sujets qui vont au-delà de l'agriculture et qui sont aujourd'hui pris en charge par des acteurs intermédiaires qui sont les coopératives, les interpros, les régions, etc. Moi, je me fais pas trop de soucis pour le maraîchage. Par contre, je m'en fais pour les grandes cultures, pour la betterave, pour la filière betterave qui est en train pas de disparaître, j'espère pas, mais qui est en train vraiment de sombrer. Et on voit bien la fragilité des modèles économiques qu'il y a derrière. Il suffit qu'il y ait quelques problèmes sanitaires pour et un cours du sucre qui soit bas, pour qu'on se retrouve avec des centaines de milliers d'hectares qui sont en crise directe, avec des problèmes de revenus directs, etc. C'est pareil pour les grandes cultures céréalières, c'est pareil pour la viticulture, c'est pareil pour le bovin lait. Donc en fait, toute cette agriculture finalement qui a fait la force de la France, où on nourrissait le monde dans les années 80, etc. Finalement, on se retrouve un peu en difficulté parce qu'on a beaucoup travaillé des agricultures entre guillemets de commodité, où on a beaucoup privilégié l'export dans le grain et on s'est peu intéressé en fait à la chaîne de valeur alimentaire. Et aujourd'hui, en fait, on a un retour de bâton parce que le marché s'ouvre, parce que les prix deviennent fluctuants, il y a beaucoup de risques, et qu'on a des impacts environnementaux importants, etc. Donc en fait, le sujet pour moi de la création de valeur, il se pose surtout sur ces cultures-là. Et notre sentiment, c'est que le sujet du digital pourrait être un moyen de retrouver de la valeur en allant, en transformant en fait ces filières en des filières qui sont beaucoup plus orientées services aux consommateurs, un peu comme on l'a vécu dans des secteurs beaucoup plus matures comme l'énergie, l'automobile, etc. Je ne vais pas comparer l'agriculture à l'automobile, mais finalement dans des filières qui sont très très
très très forte, avec beaucoup de volume comme les filières de grains, etc., on pourrait imaginer avoir une meilleure interaction dans la chaîne de valeur, une meilleure intégration des différentes briques et un meilleur partage de la valeur pour un service au consommateur qui puisse être voilà, qui puisse être meilleur. Aujourd'hui, dans une baguette de pain, il me semble qu'il y a 3% des revenus qui reviennent aux agriculteurs. Bon, vraiment, on peut se dire peut-être que le secteur agricole a quelque chose à aller chercher dans cette captation de la valeur en proposant des services à valeur ajoutée. Effectivement, et du coup, sur le digital là, que tu viens d'évoquer, au-delà de cette meilleure répartition du partage de la valeur, quel rôle doit avoir ce digital de ton point de vue? Notamment, on parle de l'agritech, qui regroupe plus de 250 startups. C'est quoi les autres apports, les autres déclencheurs du digital pour transformer totalement et radicalement les modèles? En fait, le digital, c'est un moyen. Il ne faut pas que ça soit perçu comme quelque chose de magique. C'est un moyen de mieux piloter les chaînes alimentaires, disons-le comme ça. Voilà. Moi, je le vois comme ça. Aujourd'hui, on est dans des chaînes alimentaires qui sont finalement très peu intégrées. Hein, on a un modèle agricole où on a d'un côté des agriculteurs, des groupements de producteurs, on a des coopératives, derrière on a des transformateurs, etc. Bon, il y a d'autres pays où ça se passe pas du tout comme ça. Il y a d'autres pays où il y a beaucoup plus d'interaction entre les différents acteurs. Moi, je pense qu'une des vertus du digital en France, dans nos chaînes alimentaires, c'est de permettre aux différents acteurs de mieux collaborer. C'est-à-dire aux distributeurs de mieux exprimer les besoins, aux coopératives de mieux piloter la production, aux producteurs de mieux anticiper leur production, etc. Aujourd'hui, il n'y a aucune information qui circule entre les différentes chaînes de valeur. C'est d'ailleurs assez stupéfiant de se dire ça, mais on l'a vu pendant la crise du Covid. Je ne sais pas si vous avez suivi ce qui s'est passé dans la crise du Covid, mais par exemple, à un moment, on ne savait plus du tout combien il y avait de veaux. Personne ne savait, en fait. Voilà. C'est-à-dire, en grande distribution, on ne savait pas combien on vendait de veaux. Dans les abattoirs, on ne savait pas combien il y avait de veaux. Et en production, et tout le monde a retenu les veaux parce qu'en fait, il n'y a pas d'information qui circule, en fait. Voilà, parce que c'était des économies qui étaient très planifiées, très administrées. Et dès que vous avez un coup de chaud, une sécheresse, une crise sanitaire, etc., ben en fait, ça ne fonctionne plus. Tout le monde, l'information ne circule pas. Donc, on voit bien la vertu que peut avoir le digital et le transfert des données, la fluidification des data le long des chaînes alimentaires pour assurer, par exemple, en premier lieu, la traçabilité des produits. Donc, ça, c'est évidemment, c'est fondamental pour savoir d'où ça vient, détecter les origines, etc. Et deuxièmement, aussi pour piloter les risques sur ces chaînes alimentaires, partager la valeur et pourquoi pas demain fixer les prix de manière collaborative. Il y a des secteurs qui font ça aujourd'hui. On n'est pas obligé d'être en conflit pour fixer les prix. Bon, nous, on a une culture du conflit dans le secteur alimentaire, mais je pense que, enfin, j'espère en tout cas, que d'ici quelques années, cette culture va se transformer et qu'on va rentrer dans une culture collaborative de partage des données et de copilotage des filières. Voilà pour le digital. Merci Jérémy. Pour toi François, juste peut-être une aparté, si jamais vous souhaitez poser quelques questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat et on essaiera d'y répondre à la fin du webinaire. François, ton point de vue sur le digital? Ouais, bah, du coup, je vais me permettre une aparté, du coup, peut-être en réponse à un point du coup soulevé par Jérémy, au fait, juste pour se dire qu'il existe aujourd'hui des modèles qui permettent d'internaliser la valeur avec transformation, également en grande culture, je pense notamment au modèle de paysan boulanger, et également en élevage avec les modèles de production, non pas de lait qui est relativement faible valeur ajoutée, mais de crème, de beurre, de fromage, voire de crème glacée, alors soit en production en direct, soit avec des modèles de transformation avec partenaires. Il y a notamment pas mal de startups qui se lancent là-dessus. Je pense à Né d'une seule ferme, je pense à La Mémère, poussée par notre ancien ministre Arnaud Montebourg. Donc il y a des choses intéressantes qui se passent là-dessus et c'est encore bourgeonnant, ça je suis assez d'accord. Par contre, les solutions commencent à être trouvées. Sur le digital, moi, de toute façon, fondamentalement, on est sur une nouvelle génération qui va arriver. Cette génération, elle est nativement digitale. Donc,
Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui peuvent arriver du coup dans l'agriculture par par la fluidification des échanges, des connaissances et des données qui sont permises par ces outils-là. Donc, il y a évidemment beaucoup de choses qui peuvent arriver pour mieux utiliser des matériels, pour permettre du coup d'avoir des informations pour mieux piloter du coup l'assolement ou les récoltes. Je pense là-dessus, il y a un petit écueil auquel il faut prendre garde, c'est on sort potentiellement d'une agriculture qui était une agriculture très dirigiste, qui était une agriculture de la chimie, où on achetait on achète encore aujourd'hui, c'est quand même ça le modèle, hein. On achète les semences, on achète le phyto, et derrière, il y a le mode d'emploi de ce qu'il faut faire, et l'agriculteur est un exécutant, quelque part, du mode d'emploi qui lui a été livré par une multinationale de l'agro-business. Je pense qu'on a un enjeu là de pouvoir remettre du sens, remettre de la valeur et de l'intérêt dans ce métier d'agriculteur. Veillons à ne pas en faire demain un chauffeur Uber qui a une appli et qui simplement suit à la lettre ce qu'on lui dit de faire et là on lui dit d'aller. Ça serait un peu dommage. Hélène? Alors franchement, nous, à notre stade, au village potager, le digital, on en est encore assez loin. Je pense qu'il y a une vraie fracture quand même digitale dans le monde agricole. Pour l'instant, nous on voit qu'il y a encore peu d'outils vraiment applicables. Et puis surtout, on n'a pas tellement le temps pour l'instant de se pencher là-dessus. Moi, à titre perso, je viens du monde du digital, donc je suis persuadée qu'il y a des tas de choses à faire, mais je n'ai pas encore trouvé ni les outils, ni le temps de les appliquer sereinement. Donc voilà, peut-être dans quelques années, on y viendra. Maintenant, il y a des tas de choses qui se passent, hein. Il y a des robots qui arrivent, qui peuvent agir sur la pénibilité du travail. Il y a des outils de suivi du rendement qui sont probablement très utiles et qu'il faudra qu'on mette en œuvre. Voilà, on suit ça pour l'instant encore un peu de loin. D'accord, merci. Peut-être avant d'aborder les quelques questions, une toute dernière question que j'ai de mon côté. Si on prend un peu plus de hauteur et de recul, et si on se projette sur des évolutions assez rupturistes, je pense à l'agriculture verticale, l'agriculture urbaine, l'agriculture dans des containers, etc. Enfin, bon, je me projette très loin. Est-ce que pour vous, c'est pour demain, c'est des modèles d'avenir, c'est des choses intéressantes, sachant qu'il va falloir bientôt nourrir 10 milliards de personnes sur Terre? Ou est-ce que ça reste totalement anecdotique et un peu des effets d'annonce à ce stade? Jérémy? C'est malheureusement pas un sujet que je connais très bien, l'agriculture verticale. Donc je ne vais pas être très pertinent. De ce que j'en ai lu, ça m'a l'air répondre à des cas d'usage qui existent, qui sont extrêmement pertinents. Là encore, je pense que ça correspond à du maraîchage et à certains types de cultures. On ne va pas faire de l'agriculture urbaine avec des betteraves, des grandes cultures, etc. Enfin, ou alors j'ai raté un truc, mais sur les Champs-Élysées, je crois. Peut-être, je sais pas. Mais je pense effectivement que sur le sujet du maraîchage, des fruits et légumes, etc. Et en particulier dans des zones urbaines extrêmement denses, où il n'y a pas moyen d'avoir une relation directe au producteur, je pense que oui, ça peut être très, très pertinent. Et je ne suis pas un spécialiste. François, on aura deux questions. Je prétends pas l'être non plus sur ces sujets-là. Moi ça m'interroge un peu. Moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup d'intelligence mise sur une question qui a pas forcément été extrêmement bien posée. C'est-à-dire que il y a deux choses moi qui m'interrogent. Le premier, c'est que toutes les études montrent que ce qui est le plus impactant d'un point de vue notamment production CO2, émissions CO2, c'est plutôt le mode de production que la distribution. Donc en fait, la logique de rapprocher la production pour la mettre en ville, je ne suis pas sûr qu'elle soit écologiquement pertinente, surtout dans un monde où derrière il faut rajouter un peu de pétrole pour faire tenir tout ça en termes de mode de production. Et surtout, fondamentalement, ces agricultures en indoor ou en container, elles visent à produire, une des grandes promesses qu'elles ont, c'est de produire des fraises et des tomates en hiver. La question que je me pose, c'est est-ce que c'est pertinent de le faire? Fondamentalement, une fraise, ça pousse pas en hiver.
Et est-ce que la réponse demain, c'est d'arriver à produire à bas coût et de manière facile des fraises d'hiver? Je ne suis pas totalement sûr. Donc c'est ça que ça m'évoque. Ok. Hélène, juste, parce qu'après, il y a 4 questions, donc si tu es à sec, n'hésite pas. Oui, juste un mot. Je pense que l'agriculture urbaine, elle est intéressante pour son aspect pédagogique. Et je pense que les gens des villes, enfin les urbains, ils ont besoin de garder ce lien à comprendre comment ça pousse, les légumes. Et je pense qu'on mange différemment et que la nourriture, elle n'a pas juste un rôle de nous apporter des calories, mais quand on comprend mieux d'où ça vient, voilà, la nourriture nous amène autre chose que juste des calories. Voilà, l'agriculture verticale, moi aussi, j'ai un peu de mal. Je trouve que le lien à la terre, il est hyper important. Nous, on le voit quand les gens viennent au village potager. Voilà, quand on leur fait visiter la ferme, quand on leur fait toucher la terre, il se passe plein d'autres choses que simplement voir des courgettes qui poussent. D'accord. Des petites questions à droite et à gauche. Alors, pour Hélène, pour François et puis pour tout le monde. Pour Hélène, une question qui est dans votre modèle. Vous employez des salariés maraîchers. Est-ce qu'ils trouvent suffisamment, est-ce que vous trouvez suffisamment de personnel ou est-ce qu'ils sont obligés, vous êtes obligés de former du personnel et d'ouvrir vos recrutements? Pour toi, Hélène. Un peu les deux. Il y a beaucoup de candidats, candidats à la reconversion agricole. La plupart de nos salariés, c'est des gens qui ont une première vie en ville. Voilà. On est aussi entreprise d'insertion. Donc c'est aussi notre modèle de former des gens. Donc on recrute aussi et des gens qui ne connaissent pas l'agriculture et qu'on forme à ces métiers-là. Bah, globalement, on nous avait prédit beaucoup de mal à recruter et finalement, c'est quand même, on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de candidats à ces nouveaux métiers. D'accord. Une question pour toi, François. Quel est le profil des personnes qui s'installent? Plutôt des gens expérimentés, des agriculteurs qui sont en reconversion et démarrent le métier après une formation de type BPRE? Il est assez divers. On a effectivement les deux. Nous, on va travailler exclusivement avec des personnes qui ont un diplôme agricole, qui ont une expérience là-dedans et qui sont dans ce qu'on appelle le parcours d'installation aidé. Donc, qui sont accompagnés par les chambres d'agriculture, qui ont globalement le rôle d'une structure d'incubation pour un entrepreneur plus classique, de s'assurer notamment que le business model est viable. Donc, on a les deux. Donc, là, sur la grappe qu'on installe, on a à la fois des personnes qui sont nouveaux dans le paysage agricole parce qu'ils avaient une autre activité avant. On a le fils d'agriculteur, un fils d'agriculteur dont le père est installé à 5 km. On a une ingénieure agronome qui a la théorie mais qui passe à la pratique. Donc on a certainement un échantillon qui est peut-être un peu représentatif de ce qui est en train de se passer avec des personnes qui ont une envie de faire ce métier-là, qui est un beau métier et qui en viennent d'horizons différents. Super. Une question peut-être plus pour toi, Jérémy, mais on verra si les autres sont inspirés. Face aux risques, donc aléas climatiques, prix, etc., comment aider à rendre les exploitations agricoles plus durables et résilientes? Nous, ce dont on se rend compte, c'est que dans l'agriculture de demain, il va falloir travailler en scénario. C'est quelque chose qui se fait pas beaucoup aujourd'hui. Les agriculteurs, ils ont plutôt tendance à regarder le passé qu'à anticiper le futur. En termes de culture, ils préfèrent se rappeler de la mauvaise récolte de 2016 plutôt que d'anticiper ce qui risque de se passer si ça revient. Et donc, moi, je pense qu'une des choses que peut apporter nos outils, c'est de propager la culture du scénario, la culture du scénario optimiste, du scénario pessimiste, et de voir en fait la résilience des exploitations agricoles. Est-ce qu'on est dans une exploitation qui tient le choc face à une mauvaise année, 2 mauvaises années, et ensuite, basé sur cette culture du scénario, réfléchir à des stratégies de couverture de risque, des stratégies de couverture financière qui, elles, peuvent être diverses et variées. Voilà pour dire du sujet du risque. Merci. Une toute dernière question avant de conclure. Les places de marché peuvent-elles aider au développement de l'économie circulaire? Tu veux répondre?
Ça vous inspire? On n'est pas très inspiré. Probablement. Moi, je suis désolé de vous poser une dernière question. Moi, je suis très attaché quand même, même s'il y a une place de marché, à garder le lien direct avec le client final, le consommateur. Je pense que c'est clé. Et voilà, quand même l'écueil dans toutes ces plateformes, c'est qu'on perd un peu ce lien et cette relation client qui me semble super importante pour que les consommateurs ils se rendent compte que c'est pas juste un légume. Et nous, ce qu'on s'aperçoit quand même, notamment quand on vend à la ferme, par exemple, ou dans nos AMAP, c'est que oui, on vend des légumes, mais on vend pas que des légumes. Et derrière un panier de légumes bio, les gens ils sentent que ça a été produit avec une intention, qu'il y a des valeurs derrière, qu'il y a des hommes derrière, et ça change ce qu'on trouve dans son assiette et la façon dont on le consomme. Merci Hélène. Pour compléter, elle est dans le même sens. Pour compléter, elle est dans le même sens fondamentalement, mais ça rejoint des choses qu'on a dites. Ce sont des modèles, ces modèles plus agroécologiques, plus sur des circuits courts, qui fonctionnent si fondamentalement les agriculteurs sont en capacité de capter la valeur. Et ils ne pourront capter la valeur que s'ils sont identifiés avec un produit qui est valorisé pour les qualités qu'il apporte. Fondamentalement, la tomate du maraîcher bio du coin, c'est pas la tomate à 1 € de chez Carrefour. Enfin, c'est pas la même et elle ne doit pas être vendue au même prix. Et le consommateur acceptera de la payer à son juste prix s'il perçoit aussi ça et s'il le perçoit avec la personne qui la lui vend. Et la place de marché, par définition, fait de la désintermédiation. Du coup, c'est compliqué de se dire qu'elle est là dans le modèle. Après, elle peut être là sur d'autres aspects, plus en aval, sur des logiques de mutualisation de produits, sur des logiques de mutualisation de services. Mais peut-être que le lien avec le consommateur final, ça serait bien de ne pas l'enlever. Bon, ça sera le magnifique. Vive la place du marché sur laquelle les producteurs vont à la rencontre des consommateurs. Et la place de marché, il faut voir. Merci beaucoup à tous les trois, à tous les quatre. Merci Raphaël. On peut tourner autour de tous ces sujets N fois sans jamais faire le tour de la question. Vous nous avez permis d'aborder un grand nombre de sujets et ça nous donne envie d'imaginer de revoir dans quelques mois, peut-être lorsqu'on pourra organiser les choses en présentiel plus facilement. Pourquoi pas d'ailleurs avec des producteurs, des villages potagers. Ça donne envie de se retrouver, de toucher les produits et d'échanger de manière plus chaleureuse. C'était peut-être pas évident avec des difficultés de connexion, Raphaël, mais en tout cas, je pense que nous tous avons bien perçu à la fois les parcours et vos propositions dans vos domaines respectifs. Je n'ai pas encore de date à vous soumettre pour un prochain webinar. On est en train de caler les choses plus précisément. Merci beaucoup et à très bientôt à tous les participants. On a été plus de 100 personnes connectées pour ce webinar, donc félicitations. Ça montre l'intérêt du sujet. Merci. Raphaël, tu veux conclure de ton côté? Merci mes trois magnifiques intervenants, explorateurs, entrepreneurs. Voilà, c'est magnifique ce que vous faites. Continuez. Et puis, j'espère qu'évidemment, le succès sera au rendez-vous. Merci à vous. C'était super. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.